écrite du BPC session de juillet 2017 ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national avec plus de 138 000 candidats inscrits. Le village de Saguia dans le 5e arrondissement de Niamey est inondé suite aux fortes précipitations enregistrées hier nuit. Les dégâts sont énormes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Début ce matin des épreuves écrites du brevet et d'études du premier cycle BPC session de juillet 2017. À Niamey, les candidats sont repartis dans 97 centres. Le reportage de Abdul Razak Léo et Abdul Nasser Seydou. Ils seront au total 32 500 candidats, dont plus de la moitié sont des filles qui prendront part aux épreuves du brevet d'études du premier cycle 2017 sur toute l'étendue du territoire. Repartis dans 97 centres. Le top départ a été donné par le gouverneur de la ville de Niamey. Nous venons de lancer donc les épreuves de l'examen du BPC de la région de Niamey. Sur l'ensemble du territoire de la région, nous avons 97 centres cette année qui représentent à peu près 50% du niveau national. Nous avons 32 510 candidats, dont 17 423 filles, ce qui représente plus de 50%, ce qui est une performance pour l'éducation au niveau de la région de Niamey, car l'éducation des filles, la scolarisation des filles particulièrement, nous profitons de cela pour remercier les autorités de la région de Niamey qui mettent un accent particulier sur la scolarisation des filles avec tous les efforts qu'ils sont en train de faire, parce que ça c'est pas un fruit de hasard d'avoir plus de 53% des filles candidates à l'examen du BPC. Alors que beaucoup se posent la question sur le niveau de ces candidats, cette année, à l'adresse, l'heure est plutôt à l'optimisme. Le programme a été épuisé dans tous les établissements. Maintenant, ça dépendra de la concentration des candidats par rapport au traitement des épreuves. Reste plus qu'à souhaiter bonne chance à ces candidats et que Dieu les accompagne. Les 15 et 16 juillet prochains, les enseignants contractuels seront évalués. Ainsi en a décidé les responsables en charge de l'enseignement primaire. Cette décision est rejetée en bloc par le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. Les raisons de ce rejet dans ce reportage signé Asma Ousseidou et Soumaïla Abdoulaye. Depuis son annonce, elle ne fait pas l'unanimité dans le secteur. C'est l'évaluation des enseignants contractuels clé en main qui tient au cœur des responsables en charge des enseignements primaires, mais rejetée par le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base SINASEB dans sa forme prévue par le gouvernement. Nous sommes sereins. Pour nous, aujourd'hui, le gouvernement se trouve être dans l'illégalité par rapport à cette question d'évaluation des enseignants contractuels. Mais mieux, voyez-vous qu'aujourd'hui, tellement qu'ils sont inconséquents, ils avaient prévu de faire l'évaluation d'abord pour tous les enseignants créés en main. Ils reviennent, ils disent que non, ça concerne seulement les enseignants contractuels. Mais mieux, au lieu de prendre un arrêté, tel que le statut l'a dit en Conseil des ministres, pour dire voilà les conditions dans lesquelles l'évaluation sera organisée. Maintenant, ils se permettent de demander, non pas le ministre, mais le directeur de cabinet, de signer un communiqué pour intimer l'ordre aux contractuels d'aller faire cette évaluation-là. Comme si le communiqué est un communiqué qui s'adresse à tout le monde, mais en fait, il faut qu'ils comprennent que le communiqué n'est pas une correspondance administrative. Sur la base de ce communiqué, aujourd'hui, les enseignants ne peuvent pas aller faire cette évaluation. Qu'ils prennent son courage en main pour sortir un arrêté, pour déterminer les dates de cette évaluation, les épreuves auxquelles les enseignants, puisqu'ils l'ont dit, c'est un concours, vont concourir, et en ce moment, il comprendra qu'effectivement, il est de l'illégalité parce que aussitôt à l'arrêté signé, nous allons attaquer cet arrêté-là devant les tribunaux. Et
nous savons pertinemment que l'arrêté va tomber puisque ça ne respecte pas les dispositions réglementaires. Nous l'avons dit aujourd'hui, tout ce que le gouvernement peut faire et tout ce que le ministre de l'enseignement primaire, notamment le docteur Marté, peut faire, c'est de respecter la légalité et de se référer au statut de la fonction publique, de demander conseil auprès des juristes pour qu'ils comprennent qu'effectivement il est en déphasage complètement avec le statut de la fonction publique qui est une loi de la République. Et je crois que nous, en tant qu'organisation syndicale, nous ne pouvons pas l'appuyer, nous ne pouvons pas l'aider à aller vers la violation de cette loi-là. Mais au contraire, nous faisons en sorte qu'il revienne sur la légalité, que l'évaluation respecte les dispositions réglementaires. En ce moment, il y aura l'adhésion de tous les enseignants. Cette évaluation, prévue pour le 15 et 16 juillet prochain, interviendra sur fond de menace des résiliations des contrats des enseignants qui s'y opposeront. La question d'évaluation ne figure pas parce qu'ils n'ont pas respecté les dispositions réglementaires et c'est pour cela que les camarades refusent d'aller. Par rapport à cette question, ils n'ont aucune possibilité de pouvoir résilier, n'est-ce pas, un contrat parce que les contractuels sont dans la légalité et respectent les procédures normales. C'est eux qui sont en déphasage avec la loi. Et si aujourd'hui il y a quelqu'un qu'on doit résilier, c'est eux parce que c'est eux qui ne respectent aucune disposition de la loi. Et je crois que ce n'est pas par force qu'on règle, ce n'est pas par force qu'on gère une entité. La force aujourd'hui, je crois que nous l'avons mise de côté, la force ne règle absolument rien du tout. Et c'est pour cela que nous sommes dans un état de droit. C'est pour ça qu'il y a des dispositions, il y a des lois, des règlements à suivre pour que, effectivement, que chacun puisse comprendre dans quelles conditions il peut faire telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, vouloir utiliser la force, c'est qu'ils comprennent que la force va se retourner contre eux et qu'ils comprennent effectivement que par rapport à cette question et par rapport à cette disposition d'évaluation illégale et illégitime, eh bien, ils ne peuvent pas résilier quelqu'un, ils ne peuvent résilier aucun contrat. Et c'est hasard à le faire. D'ailleurs, nous avons appris, tous les cas que nous avons enregistrés seront transmis au Conseil d'État très prochainement parce que pour nous, aujourd'hui, il faut amener le gouvernement à respecter la loi, à respecter les règlements. Et il faut amener d'ailleurs la population à pouvoir prendre les dispositions pour amener le gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement primaire à la légalité, au respect des lois et règlements. Cette question d'évaluation des enseignants fait partie des points d'escorte entre la synergie d'action Cause Niger-SINASEB et le gouvernement qui n'arrive toujours pas à trouver un terrain d'entente. Ouverture ce matin à l'amphithéâtre à 1000 places de la faculté des sciences politiques et juridiques de la 10e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire. Objectif, aider et encourager les étudiants à mieux cerner le concept de droit international humanitaire et de l'action humanitaire. Le compte rendu de Nafissa Hassan et Aboubakar Souley. Cette cérémonie marque l'ouverture de la 10e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire. Une initiative du Centre de recherche et d'études en droit international humanitaire et en droit de l'homme de la Faculté des sciences politiques et juridiques de l'Université de Niamey avec le Comité international de la Croix-Rouge. Objectif, faire de la promotion et développement en droit humanitaire en milieu académique. Le concours de plaidoirie est l'une des activités de promotion du droit international humanitaire que le CICR mène avec le milieu universitaire nigérien depuis maintenant bientôt près de 13 ans. Le CICR est une organisation humanitaire qui, dans le cadre de sa mission pour porter assistance et protection aux victimes de conflits armés et autres violences, a reçu de la communauté internationale le mandat particulier de participer à la promotion du DIH. C'est ainsi que nous travaillons depuis les années 2000 pour d'une part intégrer le DIH dans les enseignements de plusieurs structures de formation civile et militaire au Niger et d'autre part d'intéresser les étudiants à cette discipline par l'organisation du concours de plaidoirie. Le concours de plaidoirie permet aux étudiants des différentes structures de formation, que ce soit des universités ou des grandes écoles, d'appliquer leur connaissance du droit en rivalisant autour de cas fictifs appliquant à l'application du DIH et au respect de l'action humanitaire, en simulant des cas rencontrés sur un champ de bataille ou dans une salle d'audience. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cette initiative est une belle opportunité pour les jeunes étudiants. Le concours de plaidoirie constitue désormais une activité marquante de l'agenda académique. Initié en 2003, le concours, qui est à sa 10e édition, a permis à plusieurs promotions d'étudiants en droit, mais aussi en médecine, sociologie, journalisme, administration, magistrature, et à des élèves officiers de l'armée et de la police
de démontrer leur talent d'orateur dans la défense des causes fictives, mais bien souvent proches des réalités du monde contemporain. Ainsi, pendant 4 jours, les étudiants des universités de Niamey et de Tawa, ainsi que ceux de certaines grandes écoles de Niamey, seront formés sur les règles du droit international humanitaire et échangeront sur les contours de l'action humanitaire avant de rivaliser avec créativité et imagination autour des cas fictifs mettant en jeu des situations appelant à l'application du droit international humanitaire et au respect de l'action humanitaire face à des jurys diversement constitués. Les fortes précipitations enregistrées dans la nuit d'hier ont inondé le village de Sagias dans le 5e arrondissement de Niamey, causant ainsi d'énormes dégâts. Le constat de Nafissa Hassan et Aboubakar Sley. Les mots ne suffisent pas pour expliquer la situation dans laquelle les habitants du village de Sagia se sont réveillés ce matin. En effet, les précipitations de la dernière nuit ont occasionné d'énormes dégâts matériels. Devant le fait accompli, impuissants, les riverains lancent leur cri de cœur. Il y a des concessions où on ne peut plus ouvrir des portes. Il y a des voitures qui sont submergées par le sable. Tout ça. Maintenant, bon, on ne sait pas ce que la mairie ou les autorités peuvent faire pour ce village. Contrecarrer ce courrier à temps. Sinon, ce courrier-là, comme vous le voyez, vous avez vu, même si c'est 3 personnes qui rentrent dedans, on ne peut pas le voir. Donc si il ne faut pas attendre, vraiment le village sera envahi, le village sera détruit. La télé kutoba wazi majifozamu wazi fo hinka wasu goro dabu emir gota yi wakan dabu imi feri le gota yi feri haro guzuru amma wallahi parka sinde goto wallahi haro ginwa rayu. Pour les autorités de l'arrondissement communal Niamey 5, des mesures urgentes sont en train d'être prises pour venir en aide aux victimes. Le ruissellement est entré dans le village. Ça a viré beaucoup de sable qui se trouve présentement sur le pavé et dans certaines concessions. L'eau est rentrée vraiment dans beaucoup de concessions. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Mais il y a eu beaucoup de dégâts, vraiment. Il y a beaucoup de murs qui se sont effondrés. L'eau est rentrée dans presque toutes les chambres. Et il y a aussi Bangabana, où la digue de protection du quartier a cédé. Là aussi, il y a eu beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller là-bas. Vraiment, c'est plus critique. Parce qu'il y a plus d'une centaine de maisons qui se sont effondrées au niveau du quartier Bangabana. Présentement, on a demandé aux différents directeurs d'école d'ouvrir les classes pour que les éventuels sinistrés puissent y être logés. Ceux qui n'ont pas d'abri puissent s'abriter dans ces concessions, dans ces classes-là. Donc c'est ça les dispositions qu'on a eu à prendre. Depuis le début de cette saison pluvieuse, la ville de Niamey a enregistré plusieurs cas d'inondation. Le quartier le plus touché, c'est le 5e arrondissement qui, en plus des dégâts matériels, a enregistré aussi plusieurs morts. Cérémonie de signature du protocole d'accord entre Niamey Hôtel et Suites et le groupe hôtelier Hilton. Cette signature s'est tenue sur le chantier de l'hôtel ce matin au quartier Plateau en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Sadou Toumi. Érigé à Niamey, un somptueux hôtel sous une marque internationale avec toutes les communautés requises, c'est le but de cette signature de protocole d'accord entre Niamey Hôtel et Suites et le groupe hôtelier Hilton. Le ministre du Tourisme s'est réjoui de cet accord qui apporte une touche de plus dans ce secteur. Notre satisfaction est grande car la signature de ce protocole d'accord entre Niamey Hôtel et Suites et le groupe Hilton procède de l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans la perspective de l'organisation par notre pays de la 33e conférence au sommet des chefs d'État de l'Union africaine en juillet 2019 qui, comme vous le savez, appelle au renforcement de la capacité hôtelière de la ville de Niamey. Le groupe hôtelier Hilton est une chaîne bien connue qui dispose de plus de 4 992 hôtels à travers le monde entier,
totalisant environ 800 500 lits. Il possède 150 hôtels en Afrique et étend actuellement son patrimoine avec 12 hôtels en chantier, dont celui de Niamey. Objet du protocole d'accord qui sera signé ici entre les deux parties. Le tourisme et l'hôtellerie, qui font partie des secteurs économiques les plus importants du monde, ont déjà fait leur preuve par rapport au rôle positif qu'ils jouent dans la création d'emplois, la lutte contre la pauvreté des communautés locales, l'apport des devises et la valorisation des ressources locales. Le vice-président de la chaîne Hilton et le promoteur de Niamey Hotel ont remercié les autorités nigériennes et tous ceux qui ont rendu possible cet accord. Muna farin cikin ganin wannan rana ta yau da Ubangiji cikin ikon shi ya kawo. La cérémonie de signature du protocole entre Niamey Hotel et Suite et le groupe Hilton du Nigeria, qui a eu lieu ce jour, a été possible grâce à l'implication de la haute autorité du Niger en la personne de son excellence Monsieur le Président Mamadou Issoufou, qui s'est investi. L'apport du secteur privé est de mise. C'est pourquoi il a pensé à nous associer à son programme. Et je tiens à le remercier une fois encore. Je tiens à remercier également le Premier ministre qui s'est investi également. Je tiens à remercier le ministre du Tourisme, l'ancien ministre du Tourisme et le nouveau, car ils ont ménagé, ils ont tout fait pour la réalisation de ce projet et pour la signature du président pour protocole. Dama ya bude hanya da jama'a za su samu karfin gwiwa. Le chantier de l'hôtel Niamey et Suite, qui a démarré en 2014, comprend 162 chambres de grand standing pour un investissement de 34 milliards de francs CFA et situé sur le site de Case Allemande du quartier Plateau 1. Le président du MPCR, Nuhu Mahamadou Arzika, a annoncé récemment qu'il serait le successeur du président Issoufou Mahamadou. Une annonce diversement appréciée par les Nigériens. On écoute l'acteur de la société civile, Lawali Boubacar. Il veut aussi utiliser son droit constitutionnel en tant que Nigérien qui n'a commis aucun crime pour pouvoir être à la hauteur donc d'être président de la République du Niger et utiliser cette voie-là pour apporter des solutions certainement à tous les problèmes que et lui et nous autres et tous les acteurs de la société civile ont dénoncés de tout le temps. Dans un premier temps, j'aimerais rappeler aux gens que si des acteurs de la société civile estiment qu'ils doivent aller sur la scène politique, c'est parce qu'également ils constatent la démission de la classe politique nigérienne. Aujourd'hui au Niger, le chef de file de l'opposition est absent, il n'est pas sur le territoire national. Les partis dits de l'opposition se taisent par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre comme misère, tout ce qu'on est en train de vivre comme escroquerie sur le dos du peuple, tout ce qu'on est en train de vivre comme trituration des textes, notamment de la Constitution. Ces partis politiques de l'opposition, ils sont là, ils se taisent. C'est le travail est fait par les acteurs de la société civile qui estiment qu'ils ne doivent pas dormir, que c'est un travail bénévole qu'ils sont en train de faire. Mais si maintenant, au-delà de cela, ils pensent que la classe politique a démissionné et que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ont failli, qu'ils ne peuvent pas et qu'on ne peut plus leur avoir confiance en eux, je pense que c'est légitime que nous, Arzika, estime qu'il peut être candidat et à la hauteur, justement, et mieux d'ailleurs que tous ces leaders politiques-là, parce qu'ils ont montré leurs limites. En Pologne, lorsqu'il y a eu une révolution populaire, c'est Lech Walesa, le seul responsable syndical. Donc ils ont une unité, une centrale syndicale polonaise. Lech Walesa était à la tête de cette centrale-là. Mais lorsque la classe politique a failli, c'est Lech Walesa qui s'est proclamé candidat et il a été élu par le peuple polonais et il est devenu quand même président de la Pologne et il a fait ses preuves. Donc rien n'ampute aujourd'hui à un responsable syndical, à un leader d'une structure de la société civile d'être candidat. Nous estimons que nous serons beaucoup plus utiles en restant dans la société civile, en disant, en dénonçant d'abord
l'État, en dénonçant les travers de la démocratie, mais également en proposant des solutions pour que ceux qui sont appelés et à jouer le rôle de l'opposition et à jouer le rôle d'acteurs politiques à l'exécutif comme au Parlement puissent prendre leurs responsabilités, puissent changer de comportement pour que le peuple nigérien puisse jouir de la démocratie, du fruit de la démocratie, parce que nous l'avons arraché de haute lutte et nous allons continuer à la préserver, cette démocratie-là, en nous battant aux côtés du peuple. Et les gens qui estiment que nous sommes en train de faire bien notre travail, ce que nous voulons d'eux, c'est à nous de leur donner les mots d'ordre. C'est à nous de leur dire voilà ce qu'il faut comme candidat qui peut être représentatif pour le peuple, qui peut être qualitativement représentatif pour le peuple nigérien. Parce qu'il ne sert à rien de soutenir des acteurs de la société civile et lorsqu'ils disent qu'ils sont candidats, et les gens commencent à faire des commentaires. Je pense que non, c'est plutôt de montrer effectivement qu'on est avec vous et jusqu'au cœur. Conférence de presse de 3 candidats à la présidence de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT ce mardi. Une sortie pour répondre à la commission électorale qui a rejeté deux candidatures, celle de Umaru Adamou Saleh et de Abdulaziz Hima Souley. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Abdul Nasser Seydou. Après l'annonce du rejet de leur candidature par la commission électorale pour des manquements dans la constitution des dossiers, les deux candidats à la présidence de la Fédération nigérienne de football, Umaru Adamou Saleh et Abdulaziz Hima Souley, balayent d'un revers de main toutes les preuves avancées par la commission électorale pour les disqualifier. La FENIFOOT, pour disqualifier ma liste, s'est trouvée dans l'obligation de faire du faux, que je suis à même de démontrer. Même la lettre qui a été soumise à l'intéressé, elle comporte des passages. C'est pour ça que je les invite à la relire. Ils verront dedans qu'il y a des passages qui confirment qu'elle a été écrite après avoir reçu ma liste de mes candidats. Mieux, Habibou a écrit pour dire que le 30 juin dernier, à la suite d'un appel téléphonique reçu d'un certain Larabou, ça me suffit. Donc ça prouve que c'est le 30 juin qu'il a... Et nous avons déposé le 28 juin. Et je vous ai dit, personne, y compris moi, ne suis en mesure de vous dire qu'avant, car le 26 là qu'il dit, je ne savais pas si c'était cette formule qui allait être adoptée. Dans nos textes, nulle part ailleurs, il n'y a aucune disposition qui dit voilà le modèle de parrainage qu'il faudrait faire. Il n'y en a pas. Il y a un vide là. Même pour le mot de signature, on a dit que le président, nulle part on a parlé de cachet. Maintenant, si moi je me retrouve dans cette situation, je crois que le monsieur qui a fait le parrainage, il est bien vivant, il est à Niamey, il est domicile à Niamey. La moindre des choses, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est de faire appel à lui. Le seul candidat retenu, Amadou Salif Meyaki, qui sera face au président sortant, réaffirme sa décision de récuser la commission électorale et reste solidaire avec les deux autres candidats. Je persiste toujours à dire que jusque-là, nous n'avons pas les preuves d'impartialité du ministère même, du ministre particulièrement, mais nous lui accordons le bénéfice du doute en espérant que l'issue de négocier pour arriver en tout cas à une commission qui soit crédible aux yeux de tous les candidats et même de l'opinion. Les éléments sont réunis pour une fois de plus confirmer la récusation sur laquelle nous insistons. Je profite pour appeler en tout cas les autorités compétentes de prendre les dispositions les meilleures sur deux aspects. Garantir l'équité à travers une commission indépendante, véritablement indépendante, consensuelle et du point de vue sécuritaire. L'élection pour le renouvellement du bureau exécutif de la FENIFOOT aura lieu le 16 juillet prochain à Maradi et tous les trois candidats ont confirmé leur participation à cette élection qui s'annonce sur fond de contestation. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.